Je suis un adjoint à l'entraîneur, donc à Marco, et puis avec une spécialité ou une spécificité, c'est-à-dire de créer en parallèle des plans de développement individuel en fait, pour tous les joueurs, mais plus particulièrement les jeunes joueurs qui, par définition, n'ont pas terminé leur formation, ce qu'on appelle souvent fin de formation ou post-formation. Donc, je vais passer un peu plus de mon temps, me focaliser un petit peu plus sur ces joueurs-là, les suivre individuellement et donc individualiser leur développement avec leur manque ou éventuellement renforcer leur force pour qu'ils soient disponibles et les plus performants possibles pour Marco. Est-ce que tu me permets un petit follow-up, Chris, s'il te plaît? Oui, vas-y, Max. Ouais. Vu qu'on est sur le même sujet, là, est-ce que tu vas passer du temps avec des joueurs de l'académie ou ça va être strictement avec les jeunes joueurs de l'équipe première qui s'entraînent et qui voyagent déjà avec l'équipe première? Ça va être essentiellement, je ne vais pas dire exclusivement, mais essentiellement avec les jeunes joueurs de l'effectif pro, où je vais être éventuellement appelé à intervenir avec les jeunes de l'académie si on a des jeunes de l'académie qui commencent à intégrer le groupe des pros, ce qui j'espère arrivera. Bien là, effectivement, je serai sans doute sollicité pour les accompagner lors des entraînements et leur donner des feedbacks plus personnalisés. Mais c'est le seul moment où, a priori, je vais intervenir avec les jeunes de l'académie. Merci. Deuxième question ensuite, Gavino. Merci beaucoup, Chris. Bonjour, Philippe. Philippe, je veux savoir ton état d'âme par rapport à... Bon, il n'y a pas d'équipe réserve ici à Montréal et il y a beaucoup de jeunes avec le CS Montréal présentement. C'est quoi ton plan pour faire développer ces joueurs-là, même s'ils n'obtiennent pas des minutes en MLS? Est-ce qu'il y a des plans pour faire justement grandir ces joueurs-là? Parce que tu seras d'accord avec moi, pour le développement d'un joueur, il faut qu'un joueur joue. Merci. Oui, Gavino, tu as mis la problématique. Ça, c'est l'équation de base. Donc, comment la résoudre? À l'heure actuelle, la résoudre, c'est notamment les suivre de manière plus spécifique. Chacun a son profil à l'heure actuelle et il faut s'adapter à leur profil et les faire progresser de manière très individualisée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour beaucoup de ces joueurs, de ces jeunes joueurs, s'ils n'ont pas des minutes en match, leur match, c'est toutes les séances d'entraînement. Donc, il va falloir que moi, je les observe de manière je me concentre beaucoup plus sur eux lors des séances d'entraînement et leur donner des feedbacks en live. On va essayer également de trouver j'espère, des matchs hors concours pour qu'ils puissent avoir du temps de jeu sous forme de compétition. Ça va être important. Et donc, c'est un peu la solution à l'heure actuelle qu'on amène pour que ces jeunes bénéficient véritablement d'être dans le groupe des pros. Donc déjà, côtoyer de très très bons joueurs avec l'intensité qu'il y a aux entraînements, ça c'est une progression en soi. Mais comme tu l'as bien signalé, Gavino, c'est des jeunes qui sont peut-être pas tout de suite prêts pour faire le premier match à San Diego. Et donc mon rôle, c'est de les amener le plus proche des partants pour qu'ils puissent donner satisfaction à Marco, à l'équipe et au club. Et donc, c'est là où je vais passer énormément de temps. Donc, est-ce que ça remplace le temps de jeu? Non, pas forcément, bien sûr. Mais ça permet vraiment de donner des séances supplémentaires pour les accompagner au mieux. Donc, c'est des jeunes qui, a priori, sur une semaine normale, vont peut-être avoir 30 ou 40% de temps d'entraînement supplémentaire par rapport aux autres joueurs. Et ce surplus de temps d'entraînement va pouvoir compenser en partie leur manque de temps de jeu. Prochaine question cet après-midi, Olivier Brun. Salut, Phil. Une petite précision, puis peut-être une question après. Un jeune, ça devient vieux à quel âge? Écoute, moi je suis encore jeune, donc tu vois, il y a encore de la marge. Écoute, si on se met sur la théorie du développement des joueurs, généralement la post-formation, on la fait jusqu'à 21-22 ans. Et après, on considère que c'est un joueur mature. En moyenne, tu me connais, Olivier, je vais un peu dériver, mais en moyenne, un joueur s'installe en équipe première. Quand on dit s'installer, c'est qu'il est capable d'avoir énormément de temps de jeu en tant que titulaire. Le championnat où les jeunes s'installent le plus vieux,
c'est au Japon, où on atteint presque 22 ans, mais dans les autres championnats, généralement, c'est autour de 21 ans. Donc on considère qu'un joueur a fini sa formation ou sa post-formation autour de 21 ans, 21 ans et demi. Et là, on considère que quand il a atteint cet âge-là, il doit être à minima dans la rotation et dans l'idéal, dans les partants. Puis peut-être d'un point de vue plus personnel, ça commence à faire un bail, mais c'était un autre Marco qui était là dans le temps où tu étais adjoint la dernière fois. Tu as quand même un échantillon de quelques semaines derrière la cravate. Qu'est-ce qui a le plus changé? Qu'est-ce qui a le plus évolué chez les pros en MLS depuis 2013? Je trouve déjà que le club a vraiment grandi en termes de staff, en termes de qualité, de quantité, de moyens qui sont mis à disposition de l'équipe première. Je vois un changement énorme pour le mieux. Donc ça, c'est top. Le staff est étoffé, chacun connaît bien son rôle. Ça, c'est vraiment bien. On a un staff quand même assez important avec l'équipe première, donc chacun a un peu sa spécialité. Et ça permet d'être très efficace et de pouvoir approfondir chacun notre spécialité sans être perturbé par plein d'autres choses qu'on doit faire. Donc ça, c'est la grosse différence. Quand je vois le staff à l'époque, il y a 12 ans maintenant, avec Marco, on était très peu nombreux. On était, je pense, 5 ou 6. Et là, maintenant, on est 9 ou 10. Donc c'est évident que ça s'est largement étoffé. Donc c'est la grosse différence que je vois par rapport à l'époque de Marco Chalibom. On va revenir encore une fois à Max Truman. T'as dealé, t'as négocié, en fait, t'es revenu. Ça s'est passé avec Luca Saputo, fort probablement, ou Simone Saputo. C'est eux qui t'ont embauché. La dernière fois que tu les avais vus, il y avait peut-être, je sais pas moi, 8, 9 ans, 10 ans. Comment ça a été de négocier avec des jeunes dont les souvenirs, c'est des enfants? Luca était déjà quand même un peu grand et il avait fait un stage à l'académie à l'époque, il devait avoir une vingtaine d'années. Donc je ne les ai pas vus grandir en direct, bien sûr, parce que, comme tu l'as dit, je les avais pas vus en face de moi pendant 5-6 ans, mais j'ai quand même suivi leur évolution de carrière, notamment avec Luca qui allait faire des stages et prendre de l'expérience dans différents clubs. Et j'ai bien sûr avec Simone qui est revenu également dans l'organigramme du club, j'ai suivi ça. Donc quand il m'a appelé, j'ai pas été surpris que ce soit lui qui m'appelle parce que je connais ses fonctions. Mais effectivement, quand je l'ai revu, voilà, c'était un jeune adulte. La dernière fois que je l'avais vu, là, voilà, c'est quelqu'un qui est mature, c'est un homme, c'est normal. Et il a bien grandi, bien grandi dans les deux sens, morphologiquement, mais également intellectuellement. Donc c'est un bonheur de travailler avec lui. Et petit mot sur le foot québécois. Tu étais à la tête un peu du développement du foot québécois quand tu étais ici à ton premier séjour. On t'a entendu parler à l'académie, on t'a vu des speeches. Tu aimes le développement des jeunes qui sont en formation. Est-ce que tu as eu la chance de suivre un peu le développement du foot québécois? On a de plus en plus de joueurs sur la scène internationale. On a une équipe CPL qui va être à 100% formée de joueurs québécois. Est-ce que tu as suivi le développement du foot québécois dans les dernières années? Oui, bien sûr. Déjà parce que j'ai des contacts partout au Québec, que ce soit à la fédération ou dans les clubs. Donc les dernières nouvelles sont quand même excellentes avec le SUFPRA qui arrive dans le paysage du soccer québécois. Et puis, comme tu l'as dit, des joueurs qui performent au plus haut niveau dans le Big Five européen. Donc ça, c'est magnifique. Maintenant, il faut continuer parce que est-ce que c'est un problème ou un bonheur de génération et ça arrive un peu par hasard ou c'est véritablement systémique et on arrive à continuer à entretenir ce cycle vertueux, pardon. C'est ça qu'il faut voir. Je sais que la fédération a fait une très bonne chose, je pense, en mettant Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3 au Québec pour remplacer la PLSQ avec des montées et des descentes. Je pense que ça va dynamiser énormément les choses. Et puis le Supra qui arrive avec un projet 100% Québec, ça peut être que du bonheur pour tous les acteurs du soccer québécois et les joueurs en premier lieu. Merci. Prochaine question cet après-midi, Francis Paquin. Oui, bonjour Philippe. Jean-Francis. Qu'est-ce qui vous a motivé à revenir avec l'organisation du CF Montréal? Qu'est-ce qui vous fait croire en ce projet sportif à moyen et long terme? C'est en fait tu sais, dans tout projet, il y a un côté très professionnel, on va dire.
la qualité du projet, s'il est intéressant, s'il est sérieux, s'il est ambitieux, si on a les moyens des ambitions. Puis il y a un côté émotionnel aussi. Donc le club a bientôt 35 ans. J'ai participé à 30% de la vie de ce club-là. Donc c'est sûr que sentimentalement, émotionnellement, c'est un club qui me touche. Donc il y a déjà cette partie-là. Donc émotionnellement, c'était déjà difficile pour moi de refuser la proposition que Luca m'avait fait. Et puis de l'autre côté, le projet, Gavino en parlait, à partir du moment où on veut développer des jeunes joueurs, soit en fin de développement, soit en post-formation, il faut s'en occuper de manière particulière parce qu'un jeune qui vient de sortir de l'académie ou qui a 20 ans et qui intègre l'effectif des pros, il n'a pas besoin de la même chose qu'un pro qui a 25, 26, 27 ans et déjà 300 matchs derrière la ceinture. Donc, il faut vraiment les accompagner différemment. Et ça a été très clair, la mission que j'avais, les moyens que j'avais. Donc, c'est ambitieux, c'est pertinent, c'est bien réfléchi. Et par rapport à la situation du club, c'était la meilleure chose à faire. Donc, quand tu prends les deux ensemble, le projet qui est très intéressant et le côté émotionnel, parce que moi, ma famille, j'avais bougé, mais la famille était restée à Montréal, c'est le parfait des combos. On revient à Gavino encore une fois. Philippe, l'organisation a procédé à une transaction la semaine dernière, le jeune Thomas Avilés qui s'en vient à Montréal. Qu'est-ce que vous aimez de ce jeune-là et est-ce qu'il est avec le groupe présentement? Il est arrivé à 2h du matin, heure d'Espagne, aujourd'hui. Donc, il a fait une courte nuit et il est venu voir l'entraînement. Il a rien fait de particulier parce qu'on fait très attention avec le décalage horaire, la fatigue du voyage, etc. Donc, c'est un profil de joueur qu'on aime, avec la grinta sud-américaine, argentine, dans ce cas-là, avec un fort potentiel. Donc, je pense qu'il va s'intégrer très facilement dans le groupe parce que, comme vous le savez, on a un groupe relativement jeune. Donc, pour un jeune, c'est aussi facile de s'y intégrer. Il a été accueilli de manière traditionnelle ce matin avec toute l'équipe, avec le sourire. Donc, il va falloir que je me mette un peu plus à l'espagnol pour les accompagner un peu mieux. Mais non, ça s'est très, très bien passé. On a hâte de le voir sur le terrain. Alors, je pense qu'il va reprendre tranquillement également demain. Et je pense qu'il sera à 100% dès la semaine prochaine. Et pour la dernière question, cet après-midi, Philippe, on se dirige vers Olivier Paradis-Lemieux. Olivier, je pense que ton... malheureusement, Olivier, peux-tu essayer encore une fois? Désolé. D'autres questions cet après-midi, monsieur? Il n'y a pas de lien. Oh, parfait. Vas-y. Oui, ça marche. Je t'entends. Simple comme ça. Désolé, Radio-Canada, des fois. Pour moi, c'est les défis en fait, de conjuguer la post-formation et l'attente de résultats. Au niveau vraiment, à la fois d'un entraîneur, mais peut-être aussi pour les joueurs. Comment est-ce que tu conçois un peu les deux ensemble? Tu veux dire le côté résultat et puis développement? Exactement, un résultat un peu plus global des fois de l'équipe et des fois le développement individuel en fait, du joueur. Écoute, en fait, déjà, il faut un staff qui soit conscient des phases de développement du joueur. Ça, c'est la première chose. Je pense que c'est ce qu'on a à l'heure actuelle au CF Montréal. La deuxième chose, c'est d'avoir un collectif très, très fort. Parce que même si individuellement, on a certains joueurs à fort potentiel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore exprimé tout leur potentiel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont pouvoir, si collectivement, on est bien organisé, bien huilé et prêt à beaucoup de scénarios, on va pouvoir avoir une force collective qui vont peut-être, dans un premier temps, gommer
les petites lacunes qu'on a individuelles, parce qu'on a des joueurs qui ne sont pas encore arrivés, bien sûr, à leur maturité. L'autre chose qui est super intéressant d'avoir un groupe relativement jeune, c'est que la marge de progression, elle est importante et elle est rapide. Donc on peut bien sûr envisager de manière très réaliste qu'on va avoir une progression de cette équipe individuellement beaucoup plus rapide que les autres équipes de la Ligue tout au long de la saison. Alors, est-ce que ça va nous permettre d'avoir des résultats au premier match? On l'espère. Et ça, c'est pour ça qu'il faut véritablement, et c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle, beaucoup insister sur les principes de jeu et sur le collectif, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir des résultats dès le début. Et puis ensuite, on espère que les jeunes joueurs ou ceux qui sont en post-formation vont se développer à la vitesse dont on le pense, et on va devenir un peu plus dominant en fonction que la saison avance. Donc c'est pas toujours évident comme équation à mener, mais il y a beaucoup d'équipes dans le monde qui réussissent à faire ça, que ce soit par exemple à Strasbourg en France qui fonctionne bien de cette manière-là. Il y a d'autres clubs qui arrivent à être performants tout en développant des joueurs, mais c'est vrai que ça nous oblige à passer beaucoup plus de temps sur le collectif et un petit peu moins sur l'individuel dans un premier temps. Et c'est pour ça que moi, mon rôle devient très important à ce moment-là, parce que Marco, il n'a pas le temps forcément de s'occuper du développement individuel, et c'est là que moi j'interviens pour finalement, lui, il va vraiment se concentrer avec une partie de son staff sur les développements collectifs, et moi je vais pouvoir faire des correctifs sur le plan individuel pour que tout ça progresse ensemble et qu'on soit le plus performant possible, le plus rapidement possible, sachant que, comme vous le savez, on a 6 matchs sur la route au départ et que c'est pas toujours évident. Mais ouais, on peut faire les deux. Merci beaucoup. Désolé pour les broglios au niveau du micro, mais merci pour la réponse. Pas de problème. OK, gros merci Philippe, c'est apprécié. Merci d'être avec nous. Merci monsieur. Merci à vous tous.